Vendredi 30 mai 2025, nous sommes très heureux de vous retrouver sur les antennes de l'Intelligent TV pour cette nouvelle édition de votre émission, la revue de presse grand format, un moment de décryptage, d'analyse et de débat autour de sujets tout aussi passionnants les uns que les autres. Bonsoir et bienvenue. Et comme vous le savez, l'opposition ivoirienne ne cesse d'appeler le régime en place au dialogue politique. Des partis réunis au sein de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, la CAPSI, tiennent un meeting demain, samedi 31 mai 2025 à Yopougon pour réitérer cet appel. Ce rassemblement peut-il faire plier les tenants du pouvoir? Les analyses de nos invités dans un instant. Ce meeting intervient au lendemain des assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement, tenue à Abidjan du 26 au 30 mai 2025, marquée par l'élection du Mauritanien Sidi Ould Tah à la présidence de l'institution financière africaine. La tenue de ces assemblées dans la capitale économique ivoirienne traduit-elle le leadership du président Alassane Ouattara sur le continent? C'est l'un des sujets que nous allons aborder dans cette émission, que nous allons clôturer avec les 50 ans de la CEDEAO, célébrés le mercredi 28 mai 2025 au Nigeria. L'organisation sous-régionale peut-elle survivre après son jubilé d'or? Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir, bienvenue. Et bienvenue à nos invités. Valentin Zawi, bonsoir. Bonsoir, M. Koné. Vous êtes sociologue expert en gestion des ressources humaines et consultant formateur senior. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes très heureux de vous savoir avec nous pour ce premier passage sur les antennes de l'Intelligent TV. Merci infiniment pour cet honneur. Merci infiniment. Traoré Sidney, bonsoir. Allez, bonsoir Ali. Vous êtes un habitué de ce plateau. Vous êtes inspecteur auditeur, diplômé en journalisme. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Allez, c'est à vous le merci. Messieurs, on va entamer tout de suite cette émission juste après ceci. La coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, la CAPSI, organise un meeting ce samedi 31 mai 2025 à la place Figayo de Yopougon. Au-delà de l'enjeu de mobilisation, ce rassemblement constitue une tribune pour les partis politiques de l'opposition réunis au sein de cette coalition afin d'appeler le pouvoir en place à s'engager dans un dialogue en vue d'une élection présidentielle apaisée, inclusive, transparente et crédible. Valentin Zawi, concrètement, cette manifestation peut-elle faire évoluer la posture du pouvoir en place? Oh, écoutez, il faut l'espérer. Ce qui est un peu déprimant, c'est de savoir que nous sommes à 5 mois d'élection présidentielle et qu'on est encore dans la logique de guéguerre de est-ce que l'opposition doit plier le parti au pouvoir. Enfin, je trouve que c'est un peu dommageable pour notre démocratie, en fait. Je pense que on a la chance d'être un grand pays au plan économique. Je pense qu'on ferait quand même, en tout cas, ce qu'il faut pour qu'au niveau de la démocratie aussi, on puisse passer notre cap. Parce que bon, ça ne vous aura pas échappé que depuis 35 ans, donc depuis 90, et qui correspond au retour de la réinstauration du militantisme. Chaque fois qu'on dit élection présidentielle, c'est assez déprimant. Hein, comme je me plais malheureusement à le dire souvent, c'est une période anxiogène, confligène, voire mortifère. Ça peut être une fatalité. Je pense que la Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Donc, enfin, bref, il faut juste espérer que nos acteurs politiques, toutes les personnes concernées, toutes les parties concernées arrivent à trouver ce qu'il faut pour préserver la cohésion nationale. Parce que, enfin, j'avoue que, en tant que citoyen, voilà, je suis toujours un peu triste d'observer tout ce qu'on observe là. Et il faut vraiment qu'on en sorte. Sidney, êtes-vous aussi chagriné par ce qu'on peut observer? Oui, c'est clair que moi je crois qu'il y a une surenchère aujourd'hui politique qui se met en place par rapport chaque fois aux élections à venir. Et je me dis que ce qui va se passer le samedi 31
D'abord, je l'apprécie dans un premier temps par rapport à l'expression démocratique. Ça veut dire en termes clairs que aujourd'hui, des partis de l'opposition peuvent aussi s'exprimer, peuvent dire en fait justement ce qu'ils pensent de la situation, peuvent aussi revendiquer des choses. Et je dis, l'autoriser, c'est une très bonne chose. Et je pense que déjà sur la question de la démocratie, je pense que nous sommes vraiment en phase avec le principe démocratique. Seulement, ce que nous espérons, c'est qu'en fait les choses se passent dans les meilleures conditions possibles, dans le sens vraiment de maintien de l'ordre, où en fait il n'y aura pas de débordement, où les gens viendront dire ce qu'ils veulent bien dire, et puis après que chacun puisse rentrer chez soi. C'est ce que nous souhaitons dans un premier temps. Alors, Valentin, Sidney parlait de surenchère. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, mais bon, peut-être qu'il pourra peut-être plus développer davantage. Mais bon, écoutez... Est-ce que vous partagez cet avis? Alors, enfin, on est dans une démocratie libérale, on n'est par définition dans une logique de dissensus. En fait, pendant 33 ans, de 1960 jusqu'à 1990, donc pendant 30 ans, on a été dans un système monopartisan. Parce que le président Houphouët-Boigny l'a voulu ainsi, il avait ses raisons. Et donc, on passe en 90 dans un système, je vais dire, démocratique, dans le sens où des partis politiques peuvent librement se constituer et exercer leur activité sur toute l'étendue du territoire national. Ça suppose qu'il y ait un minimum de dispositions pour que la liberté d'expression des uns des autres puisse s'exprimer, mais dans le respect des règles établies. Dès l'instant où j'ai l'impression qu'on a raté quelque chose, en fait. Qu'est-ce qu'on a raté concrètement? On rentre dans le multipartisme et la plupart des partis qui étaient donc en place n'ont pas tout de suite travaillé à la formation de leurs militants. Et malheureusement, quand on observe bien, c'est triste, mais c'est aussi cela. Quand vous observez nos partis politiques, elles sont fondées sur les bases tribales. Je suis, pas pudeur, je ne dirais pas, mais je suis juste voisin en termes d'habitation du siège d'un parti politique. Quand il y a des manifestations, la playlist, donc la musique qui passe, à 90%, pour ne pas dire plus, elle est en lien avec voilà, la région du leader. Et ça vaut pour tous nos grands partis. C'est triste de le dire, mais malheureusement, c'est comme ça. Et il y en a qui en surjouent. Donc, vous savez, quand on est dans une logique comme ça, je pense que on passe vraiment, pour beaucoup, à côté de l'essentiel. La démocratie, elle existe pour permettre aux citoyens de se déterminer, voilà, je vais dans un parti parce que je m'y reconnais. On va pas dans un parti parce que, bon, le leader est de chez moi ou parce que c'est mon frère. Enfin, c'est pas ça. Après, bon, à la décharge des populations, à quel moment ils ont été formés? Enfin, ils ont été formés. Donc, on est un peu dans cette situation. J'avoue, pour la Côte d'Ivoire, moi, j'espère mieux. Je pense qu'on a les ressources et les ressorts pour avoir une vraie démocratie. C'est quand même un peu désolant qu'on soit toujours nous à applaudir le Ghana, à applaudir le Sénégal. Ils ne sont pas des super humains, nous sommes des humains comme eux. Donc, ce qu'ils peuvent faire, bref, je pense que ici aussi, nous sommes en capacité de le faire, mais il faut de la volonté. Alors, est-ce que vraiment, même la démocratie, nous la voulons? Ça me fait toujours penser à cette idée de docteur Geoffroy Kwao qui dit que nous sommes peut-être une démocratie sans démocrates. Alors, Sidney, le parti politique de l'opposition appelle sans cesse le pouvoir en place à un dialogue politique. Mais dans le climat actuel, est-ce qu'il est possible d'établir ce dialogue ou sommes-nous déjà dans une logique de rapport de force? De toute façon, le parti au pouvoir a été très clair. Ils étaient donc à la 5e phase du dialogue politique. Donc le parti au pouvoir estime que le dialogue politique était déjà très ouvert lorsque justement jusque-là l'opposition estime qu'il n'y a pas de dialogue politique. Parce que pour l'opposition, peut-être, le dialogue politique consisterait à ce que le pouvoir en place accepte tout ce qu'elle demande en fait. Et je pense que c'est à ce niveau que le problème en fait commence à se mettre en place. Mais alors le professeur l'a dit tout à l'heure, et moi je suis entièrement d'accord avec lui, la culture démocratique, mais elle prend son temps pour être intégrée par les populations. Et voilà pourquoi est-ce qu'il ne faut pas toujours en vouloir peut-être à ces balbutiements qui sont en train de se mettre en place. C'est ainsi l'histoire des peuples. Dès l'instant où il y a un nouvel esprit, il y a une nouvelle façon de voir les choses, forcément les gens prennent le temps qu'il faut. Le peuple, c'est ainsi, ils grandissent tout doucement pour intégrer ces nouvelles valeurs-là.
Mais je dis, les intellectuels que nous sommes en général, on a une partition importante à jouer. Et si vous regardez bien la crise ivoirienne, moi je crois même que c'est une crise de l'intellectualisme en Côte d'Ivoire. Parce qu'à la vérité, nous sommes les grands acteurs de cette division, en fait, justement, des populations ivoiriennes, en fait. Moi, j'ai grandi, en fait, sous Oufoué, ça c'est notre génération. On a réussi justement à voir, en fait, que déjà, sous lui, alors qu'on était encore sous le parti unique, c'est vrai, mais il y avait, je dirais, cette fusion au niveau de la société. Il est un sociologue, il sait de quoi je parle, où le brassage qu'il y avait ne nous permettait pas, nous, à l'époque déjà, de nous identifier par rapport à des ethnies. C'est pas vrai. Non. On était dans des relations. La preuve, quand on est devenu étudiant, on s'appelait les parents. Mais c'est parce que ce qu'on avait développé à l'internat ou encore dans d'autres secteurs, c'était cette fusion. Malheureusement, la fusion va se casser à partir de 1990, lorsque justement des leaders politiques vont estimer peut-être que sous la bannière ethnique, ils pouvaient exister pleinement. Et je pense qu'à partir de là, les choses deviennent très difficiles jusqu'à ce jour. Maintenant, moi, je fais confiance aux hommes. Je dis qu'on peut toujours colmater les brèches. Ça, j'en suis pas sûr. Alors, Zawi, vous parliez à l'instant de démocratie. Quand on regarde la situation en Côte d'Ivoire, les partis politiques de l'opposition appellent le pouvoir à un dialogue politique. Le pouvoir reste jusqu'à présent fermé. Est-ce que c'est quelque chose, une situation qui correspond à la démocratie dont vous parlez? Non, on peut espérer mieux. En fait, je pense qu'on a... J'entends parfois, et je digresse avec votre émission une seconde, j'entends parfois certains Africains dire la démocratie, c'est pas pour nous, c'est pas adapté à nos réalités. Oui, d'accord, mais on propose quoi à la place? Quand on a une société où on a des modes d'évolution du pouvoir qui sont aussi divers que variés, matriarcat, patriarcat, c'est un peu hybride, comment on fait pour choisir celui ou celle parmi nous tous qui va diriger le pays? Sans cela que moi, je pense que la démocratie, telle qu'inventée par les Grecs, est une belle chose. Après, la démocratie, elle a ses exigences minimales. On peut pas être en démocratie et continuer à évoluer dans une logique des partis uniques. Si vous observez bien, depuis 1960, j'ai failli dire, jusqu'à 90, ça avait du sens parce qu'officiellement, on y était. Mais est-ce que nous sommes dans le parti unique? Mais justement, c'est ce que j'allais terminer avec ça. Après les 90, chaque régime qui a été au pouvoir a évolué dans une logique de parti unique. Dans le sens que, par exemple, vous prenez les structures d'audiovisuel public, pour ne pas les citer, c'est le parti au pouvoir qui a la part belle. Et c'est tellement extraordinaire, vous qui êtes du milieu, vous allez voir que quand le parti présidentiel a une activité, les propos dithyrambiques même que parfois les journalistes ont, comparé à ce qu'ils disent quand c'est l'activité d'un parti d'opposition, c'est la nuit et le jour. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de nos mentalités, parce que il faut juste regarder, bon, parfois on me dit je suis un peu dur avec eux, alors que je les aime bien, mais le journal télévisé, il est politisé chez nous. Comparaison n'est pas raison, mais quand vous suivez le journal télévisé sur France 2 ou TF1, on ne vous parle pas de l'activité du parti présidentiel, le président a reçu, les ministres ont reçu. À la limite, ils font le travail. Alors, est-ce qu'on devrait comprendre que pour vous, le régime actuel ne fait pas bon ménage avec la culture démocratique? Ils sont pas les seuls, hein, c'est pas nouveau. Hein. Avant eux, moi je pars du principe que on peut faire mieux. Voilà. Parce que on entend souvent dire ah non mais il y a eu déjà 5 dialogues politiques, il y en a eu assez. On n'est jamais assez dans une république. Nous sommes une république. Et ça a du sens les mots. La chose publique. Nous sommes tous responsables de ce pays. Donc tant qu'il y a besoin, on n'a jamais. En plus, pour la plupart, ils se disent oufouettistes. Qu'est-ce qui définit Oufou-Boigny? C'est le dialogue. Donc, s'il y a besoin de se parler, asseyez-vous et parlez pour nous éviter des comptabilités macabres tous les 5 ans. En fait, c'est ça le problème. Parce que ceux qui sont au pouvoir se disent, oui, on a la force avec nous, donc non, mais on ne maîtrise pas ces choses-là. Et je termine là-dessus. Vous avez dû voir ces vidéos dernièrement où j'entendais le ministre de la Justice, M. Sansa Kambile, et aussi même le président Ouattara qui parlait de la démocratie, pourquoi il n'est pas bon d'exclure en politique, l'autre qui parlait des vertus de la démocratie, je ne sais pas à quel moment ça a été dit, mais il faut passer à l'acte. Parce que la démocratie, c'est pas que des mots. Voilà, il faut passer à l'acte. On va à une élection présidentielle. Est-ce qu'on est d'accord sur les règles du jeu? Est-ce que sur la liste électorale, on est d'accord? Est-ce que sur les mesures qui sont prises par rapport à tout ce qui est, qu'on appelle ça, le parrainage citoyen, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Il y a une mesure qui a été prise dernièrement. Enfin,
Et les hommes politiques, ils en disent ce qu'ils en pensent. Donc, il n'y a rien de plus beau que de permettre aux citoyens de choisir parmi ceux qui ont l'intention de briguer la magistrature suprême. Je pense que, et vous verrez que, je n'ai pas le chiffre en tête, mais s'il y a une élection présidentielle où le taux de participation a été élevé, c'est le premier tour en 2010. Parce que tout le monde se reconnaissait dans le système. C'était ouvert, c'était inclusif, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc oui, qu'est-ce qu'on recherche? Je pense qu'il faut, enfin désolé, pardon, mais au-delà des postures partisanes, des intérêts partisans, moi ce qui m'importe, c'est que gagne la Côte d'Ivoire. Voilà. Non, bon, écoute, je suis entièrement d'accord avec lui, justement, sur ce segment-là. Mais seulement, en fait, moi, ce que je ne comprends pas tout à fait, c'est que, est-ce qu'on peut fonder une démocratie sans appareil judiciaire? Mon problème, il est là. C'est-à-dire, l'impression que moi j'ai avec, justement, l'opposition, c'est que ils ne veulent pas intégrer, en fait, justement, l'appareil judiciaire comme un élément, un outil de la démocratie. Il trouve l'appareil judiciaire manipulé. Voilà. Il trouve chaque fois l'appareil judiciaire manipulé et les différentes sanctions, pour ne même pas dire, en fait, les différentes condamnations qui ont été donc édictées par, justement, cet appareil-là, on se rend compte du fait qu'ils sont dans un déni total, justement, de ces condamnations. Parce qu'ils estiment toujours que par derrière, il y a de la manipulation, etc. Et moi, je dis, la démocratie, il faut aussi tenir compte de l'appareil judiciaire. C'est ce qui fait la démocratie. Et ailleurs, les pays que nous citons en exemple, mais la loi, l'appareil judiciaire a triomphé. Alors, le cas du Sénégal, que le procès vient de prendre tout à l'heure, mais Ousmane Sonko, on le sait, il n'a pas pu aller aux élections présidentielles au Sénégal. Pourquoi? Parce que tout simplement, il avait été condamné par la justice. C'est vrai que Ousmane Sonko et son clan avaient vu une injustice criarde en fait dans ce qui lui arrivait, mais l'appareil judiciaire s'étant prononcé, il s'est adapté, il a accepté justement la mesure. Et qu'est-ce qu'il fait? Il choisit justement un autre qui est Diomaye Faye, qui aujourd'hui a gagné les élections. Parce qu'à la vérité, il sera très très difficile qu'on puisse fonder une démocratie sans justice. Je ne sais pas comment on va y arriver. Parce que chaque fois que des gens se plaindront du fait que la justice ne leur fait pas la part belle, etc., on va la remettre en cause. Et vous allez voir que cette remise en cause, à un moment donné, on va en arriver à ce que la justice même n'existe plus. Dans ce pays, à un moment, on a constaté que le dialogue a pu régler les problèmes de justice. Alors, quand on est au fouettisme, pourquoi on refuse d'aller à la table de négociation? Pourquoi le pouvoir en place ferme la porte à toute tentative de dialogue? Non, c'est vous qui le dites. Formulée par l'opposition. Non, je ne pense pas que le pouvoir en place ferme les portes du dialogue. Je ne le crois pas. Je crois plutôt que les exigences. Je pense que les exigences, en fait, aujourd'hui, comment on appelle ça, des partis de l'opposition, c'est ce qui fait blocage, en fait. Et je crois que sur la question, que chacun continue, en fait, toujours de négocier, afin qu'on puisse trouver justement un terrain d'entente. Sinon, vous allez voir que alors, pour ceux qui ont été condamnés. Alors, on va citer des exemples, c'est très pragmatique comme ça. Que ce soit le président Laurent Gbagbo, que ce soit Blé Goudé, pour ne citer que ces deux cas-là. Alors, vous vous rendrez compte du fait que leur condamnation a été prononcée avant qu'ils ne soient choisis par leur parti, justement, pour être leur candidat. Et moi, je crois que le malaise même commence déjà là. Ça dit quoi? Quand la justice, on pourra dire ce qu'on verra dessus, hein, quand la justice a décidé, du moins, quand la justice a dit que ces deux personnalités-là étaient condamnées, moi je pense que quelque part, leurs différents partis politiques devraient comprendre qu'ils pouvaient choisir un autre candidat que ces personnes-là. Sinon, autrement, on va vers un forcing. Et ce forcing-là, à un moment donné, le pouvoir aussi joue sa crédibilité. Que vaut un pouvoir lorsque justement la justice de son propre pays, de ton propre pays, condamne et que vous encore vous êtes dans la violation de la condamnation? Moi je pense qu'il y a un problème de logique aussi à un moment donné qu'il faut regarder. Je ne dis pas qui a raison, qui a tort, mais c'est des choses qu'on doit aujourd'hui pouvoir regarder au-delà de nos personnes, de notre ego. Moi, je pense si on y arrive, je crois qu'on va sauver un certain nombre de situations. Alors, monsieur, oui. La CAPSI, c'est une menace potentielle pour le parti au pouvoir? Non, menace, non, je ne pense pas. Mais j'ai envie de réagir à ce que M. Traoré vient de dire. En fait, ce qui est extraordinaire, je pense que vous prenez le RDR dans l'opposition, il a exactement la même posture vis-à-vis de la justice de ce pays que ce que les gens ont aujourd'hui dans l'opposition. En fait, ce qui est dramatique, et c'est ça, moi, qui me désole, vous avez des partis politiques dans l'opposition qui estiment que la justice, en règle générale, elle n'est pas indépendante, elle est sous cloche,
elle est sous ordre. Et quand ils arrivent au pouvoir, alors qu'il n'y a eu aucune réforme structurante au niveau du système judiciaire, comme par hasard, comme par enchantement, elle devient indépendante. Et si vous regardez quelques années en arrière, c'est exactement la même chose. Donc, ça pose question quand même. Moi, par définition, je ne commente pas les décisions de justice. Mais tout de même. Mais est-ce que c'est cette décision de justice dont on parle? Est-ce qu'elles ne sont pas justifiées pour vous, selon vous? Oui, mais j'allais y arriver. Monsieur Traoré parlait des cas du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé. On parle des citoyens qui ont été envoyés par l'État de Côte d'Ivoire à La Haye pour être jugés. Et pendant qu'ils sont à La Haye, on leur fait des procès ici à Abidjan. On les cherche même, pour ce que j'ai compris, hein, les spécialistes, on les cherche même à leur domicile. Alors qu'officiellement, on les a envoyés. Ils ont été convoyés par l'avion présidentiel de l'État pour qu'ils aillent être jugés là-bas. Après, on nous dit, je ne mets pas les subtilités du droit. On parle de procès par contumace, on dit c'est par défaut. Quoi qu'il en soit, le fait est que les chefs d'accusation sont assez graves. Donc, quelqu'un qui a été jugé en son absence, quand il rentre, on lui donne l'occasion de se défendre. Donc, on peut... Il y a quand même... Il parlait d'intellectualisme. Les gens confondent être lettré et c'est la capacité de raisonnement. Donc, pour peu qu'on veut un peu raisonner, on a le droit de se poser des questions avec le respect qu'on a pour notre système judiciaire. D'accord? Donc, il y a... Et c'est pas nouveau, c'est pas propre à la Côte d'Ivoire. On observe aussi que dans notre démocratie, parfois, la justice, il faut appeler un chat un chat, parfois elle est instrumentalisée. C'est triste de le dire, mais malheureusement, c'est cela. On veut bien que la justice soit un pouvoir autonome comme on veut, mais on constate. Parce que, comment expliquez-vous que chaque fois qu'il y a une échéance présidentielle, il y a des leaders qui soient exclus, que ce soit maintenant qu'il y a 20 ans ou il y a 15 ans, ça répond à quoi? Comme par hasard. Et qu'est-ce qu'on fait pour en sortir? Et c'est à dessein que je vous citais cette vidéo que j'ai entendue du président Ouattara, qui estime que c'est même pas une bonne chose que les gens soient exclus. On a la chance, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes des systèmes présidentiels, voire présidentialistes. Le chef, il a un pouvoir fort. Donc, si effectivement le président Ouattara estime que l'exclusion c'est pas une bonne chose, mais je pense qu'il a le pouvoir de rétablir les choses pour que les leaders, là, ils représentent une tendance, j'allais dire, une opinion dans le pays. Donc, ce serait bien qu'au nom de la démocratie, les gens aillent aux élections et puis les Ivoiriens vont choisir celui ou celle qu'ils veulent pour diriger le pays et puis celui qui va gagner ou celle qui va gagner, mais elle n'en serait que plus crédible et plus légitime. Parce que c'est connu, hein, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Oui. Signe, est-ce que cette élection présidentielle qui arrive ici, on ne part pas au dialogue pour rétablir ces personnalités qui ont été exclues dans leurs droits? Est-ce qu'on pourra assister à une élection crédible? Est-ce qu'on pourra assister à une élection présidentielle apaisée? Oui, mais que nous souhaitons tous en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est la notion même de la crédibilité. Qu'est-ce que c'est que la crédibilité dans une élection? Il faut voir la transparence de l'élection. Est-ce que l'élection s'est déroulée dans de bonnes conditions? Est-ce que justement les électeurs sont sortis pour aller voter, etc. Moi, je dis, on n'est pas responsable des partis politiques qui ne présentent pas de candidats. Comment vous le faites? Et d'ailleurs, même peut-être que c'est un acte démocratique, finalement, que des partis politiques ne présentent pas de candidats. En 2000, quand M. Ouattara a été disqualifié, il n'est pas allé aux élections, il n'est pas du tout parti, et le ciel n'est pas pour autant tombé sur la terre des Ivoiriens. Il dit quelque chose de très intéressant, peut-être, c'est-à-dire que c'est la compréhension de notre histoire. Là, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'on se rend compte vraiment, effectivement, du fait qu'il y a chaque fois un problème concernant le leader. Mais c'est la maturation de nos peuples, en fait, qui vont régler ces problèmes-là. Parce qu'ils sont entre eux dans une rivalité politique qui est telle que, mais il vous sera très difficile de demander, par exemple, à un adversaire politique, par exemple, de ne pas exercer, de ne pas utiliser les défauts de l'autre pour pouvoir le combattre politiquement. Parce que ça fait partie du jeu politique et démocratique. Ailleurs, mais aux États-Unis, légèrement plus loin, c'est même l'intimité de leurs adversaires politiques qu'ils utilisent pour les disqualifier. On se rappelle toutes les affaires qui ont éclaboussé Trump. Avant lui, il y en a eu d'autres qui n'ont même pas pu candidater. On a vu la grosse affaire de Dominique Strauss-Kahn. Mais les gens sont allés... Voilà. Donc, c'est pour dire que ça fait partie du jeu démocratique. Moi, je crois que cette façon de voir, au contraire, il faut l'implémenter. Pourquoi? Parce que ça permettra désormais aux hommes politiques qui veulent faire de la politique, eux-mêmes, de faire attention à leur vie de tous les jours. Comment est-ce que je fais pour être le plus propre possible pour pouvoir candidater? Et je pense que ça, en disqualifiant pour moi un homme politique, on ne disqualifie pas son parti. La démocratie n'est pas liée aux individus, mais aux partis. Il faut aussi que cette façon de voir aussi soit comprise.
C'est-à-dire, on ne disqualifie pas le PPACI, encore moins le PDCI, encore moins. Non, on disqualifie des individus qui ne sont pas en phase. Sur quelle base on les disqualifie? C'est ça la question. Sur quelle base? Maintenant, moi je dis, les sachants que sont nos juristes, etc., ce sont eux qui ont prononcé cette loi. Nous, on est dans la société civile, on ne fait que constater cela. Et je dis, en tant que constatateur de cela, je suis dans le respect justement de ces lois-là. C'est-à-dire, je suis dans le respect de ce qui a été dit. Maintenant, je dis pour la paix, c'est à chacun de nous maintenant de faire violence sur soi pour préserver cette paix-là. Parce que ce qui est en train de se passer, moi je crois, qui est très complexe dans ma tête comme ça, quand je regarde bien, c'est le forcing que forcément les gens veulent faire. OK. Vous voulez forcer, les autres ne sont pas prêts à lâcher. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, moi je vous envoie la question. Le forcing par rapport à quoi? Le forcing, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, mais ils sont inéligibles pour la plupart. Tous ceux qui ont été cités, que ce soit Blé Goudé, que ce soit Laurent Gbagbo... Comme par hasard. Non, pas par hasard. Comme par hasard. Non, je veux dire, comme par hasard, tous les leaders crédibles sont disqualifiés. Mais en fait, quand on est démocrate, on ne peut qu'en être triste. Moi, personnellement, j'en suis triste. Moi, je dis plutôt qu'il faut regarder du côté de ce qui leur est reproché. C'est beaucoup plus ça qu'en réalité les individus. Si on m'avait dit que le PPACI, le COGEP, ne peut plus en fait avoir d'activité politique en Côte d'Ivoire, moi je serais d'accord, que vraiment la démocratie est menacée. Mais on dit des individus parmi vous sont touchés. Moi je pense que jusqu'à présent la démocratie n'est pas menacée. Ça c'est ma conviction. Alors maintenant, il faut... le Sénégal dont vous parlez, on a cité tout à l'heure l'exemple du Sénégal. Moi je pense même que le PPACI, ils sont en négociation, c'est normal, avec le pouvoir en place, pour que ces leaders-là puissent être repêchés. C'est possible dans les échanges. Mais vous avez le scoop, ils sont en négociation. Non, c'est une façon de parler. Ah d'accord. Parce que le dialogue, c'est ça. Puisqu'ils sont en train d'appeler un dialogue inclusif. Je me dis, actuellement, la manifestation du 31, c'est pourquoi? Mais c'est pour faire entendre cette voix-là. Et on espère que cette voix-là, à un moment donné, elle sera entendue. On l'espère, elle sera entendue. Mais si elle n'est pas entendue, il ne faudrait pas non plus qu'ils arrêtent la vie de leur parti pour. Voilà mon problème, en fait. Parce que si elle n'est pas entendue, et que pour cette raison, vous n'allez pas à des élections, mais vous êtes en train justement de mettre vos propres partis sous le noir, alors qu'on ne peut pas non plus les sacrifier pour vous. C'est ce que je dis. D'accord, messieurs, on va faire un dernier tour de table sur ce sujet. Alors, Valentin, pourquoi ces partis dont les leaders ont été exclus ne songent pas à un plan B? Ben, écoutez, j'ai failli dire peut-être qu'ils sont mieux placés que moi pour répondre à la question, mais bon, plus sérieusement, ben, ils vous disent qu'ils font de la politique. Mais moi, je reviens à la question que j'ai posée à M. Traoré. Parce que oui, d'accord, on a une justice, on peut tout accepter. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un citoyen qui est envoyé par son État ailleurs pour être jugé, pour parler trivialement, dans son dos, ici à Abidjan, il est jugé? Je dis ça. Moi, je pose la question à tous mes amis juristes, à des échelons divers. Ils n'arrivent pas à m'expliquer cela. Et je suis désolé, je veux bien, je suis légaliste, je suis un citoyen, j'essaie d'être exemplaire, mais ça a du mal à passer. Et c'est pas une affaire d'affinité. Monsieur Charles Blé Goudé, on a fait le lycée ensemble, mais c'est un ami. Mais comment est-ce qu'on explique ça? Moi, le jour où on m'aurait expliqué que ça a du sens, ce qui s'est passé, je dis ok. Donc, après, il ne s'agit pas de dire, et je ne pense pas qu'on soit dans une logique où on empêche un parti politique de fonctionner. Non, il ne faut pas l'espérer, on n'en est pas là. Mais une démocratie, elle est aussi, j'allais dire, crédible, parce que les protagonistes en place sont crédibles. Et je vous renvoie à l'élection présidentielle au premier tour de 2010. Les Ivoiriens sont sortis parce qu'il y avait des candidats crédibles. Parce que les gens se sont dit, ah tiens, je vais y aller parce que mon leader aussi est dans la course. Donc c'est ça, si on veut... Ça dit que cette fois-ci, les Ivoiriens ne vont pas sortir. Mais écoutez, je pas... Ça peut impacter sur la légitimité du futur président ivoirien. Il y a eu 2015, il y a eu 2020, je n'ai pas les chiffres en tête, mais bon... On n'était pas... En 2020, on était à 53%. On n'était pas à plus de... On était à plus de 70%, voire un peu plus, non, en 2010. Oui. Donc on est loin du compte. Donc voilà. En fait, ce que j'essaie de dire, moi, je crois foncièrement à la démocratie. D'accord. Et je prie, oui, je prie parce que je suis croyant, pour que ce pays qui est nôtre, qui est hospitalier, qui est beau, qui est riche, qui est connu et reconnu pour sa position au plan économique, cesse d'être un nain démocratique. Alors si Laurent Gbagbo est exclu,
Blé Goudé, Guillaume Soro, Tidjane Thiam, 4 grands leaders politiques de ce pays qui ne pourront pas compétir à cette élection présidentielle. Ces partis politiques demandent au pouvoir d'établir le dialogue pour permettre à ces personnes de participer. Jusqu'à présent, le pouvoir reste fermé. On se demande quelle légitimité pour le futur président ivoirien si ces personnes ne sont pas réintégrées dans la liste. Mais justement, au dépôt de candidature, on s'en rendra compte. Je pense que peut-être on n'est pas encore à la fin du jeu politique en Côte d'Ivoire. Moi, je ne crois pas. Jusqu'à ce que les gens déposent. Est-ce que vous savez quelque chose que vous pouvez partager avec nous? Non, mais ce n'est pas ça, mais il faut regarder la scène politique en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce qu'on dépose la candidature, vous verrez. Moi, je pense que les politiciens aussi sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle, en fait, d'animer la vie politique en Côte d'Ivoire au nom de la démocratie, tout et tout. Mais il faut attendre qu'on arrive à la dernière minute avant qu'on ne dise quoi que ce soit. Mais je suis persuadé du fait que les choses se passeront dans de très bonnes conditions. Le chef de l'État lui-même, justement, nous a donné justement cette garantie-là. Et je sais que à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer pour que en fait, la situation soit apaisée pour tout le monde. Ça, moi, j'en suis persuadé. Voilà. D'accord. Messieurs, dans les secondes à venir, on parlera des assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement, qui se sont tenues ici à Abidjan, la capitale économique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ça sera juste après cette transition. Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous suivez la revue de presse grand format. C'est votre émission hebdomadaire de décryptage, d'analyse de l'actualité en Côte d'Ivoire. Nous allons nous intéresser à présent au deuxième sujet. La Côte d'Ivoire, vous le savez, a accueilli du lundi 26 au vendredi 30 mai 2025 à Abidjan les assemblées annuelles de 2025 du groupe de la Banque africaine de développement, un développement de haut niveau avec la participation de chefs d'État, de ministres, d'investisseurs et de décideurs internationaux. Lors de la tribune des rendez-vous du RHDP, messieurs, du mercredi 28 mai 2025, le porte-parole adjoint du RHDP, Mamadou Touré, a indiqué que la tenue de ces assemblées annuelles en terre ivoirienne est la preuve du leadership du président Alassane Ouattara. Je voudrais qu'on puisse ouvrir cette deuxième partie avec vous. Qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, c'est clair. C'est très clair que le président Ouattara aussi, c'est une maestria. Ça, c'est très clair. Et vous allez voir que en fait, le siège même de, comment on appelle ça, de la BAD avait été délocalisé à l'époque justement à Tunis. Et donc, c'est grâce à sa diplomatie, vraiment une diplomatie vraiment de fourmi, qui nous permet en fait finalement d'avoir ce retour-là justement du siège de la BAD en Côte d'Ivoire. Et je pense que pour ce faire, c'est un gain important pour la Côte d'Ivoire. Peut-être aussi qu'il faut expliquer aux gens la présence en fait aussi du siège d'une institution aussi importante que la BAD en Côte d'Ivoire. Le gain, il est énorme en termes relationnels, mais en même temps, ça crée pas mal de débouchés. Alors, vous savez que déjà sur la question, ils ont pu obtenir que le siège même de la BAD soit rénové. Encore là, ils vont reconstruire en fait un nouveau siège avec ces 700 millions de dollars qui vont être injectés à un moment donné dans notre économie d'une façon ou d'une autre. Et je pense que ça fait encore vraiment le boom de l'économie. Et je dis bravo donc au président Ouattara qui, à mon avis, est en train de montrer encore une fois de plus que vraiment il a la même mise. Il maîtrise en fait pas mal de secteurs, notamment le secteur financier dans lequel il excelle. Et donc, je dis bravo, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Xavier, vous y voyez la reconnaissance du leadership du président Alassane Ouattara sur le continent africain? Je réponds à la question, mais j'ai envie de dire un petit mot là sur le premier sujet pour dire que avec votre permission, moi, j'ai la faiblesse d'esprit de croire que le président Ouattara fera ce qu'il faut d'ici octobre 2025 pour qu'on ait une élection inclusive et apaisée. Parce que c'est ça qu'a besoin de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, ça, je tenais à le dire. Écoutez, le président Ouattara, il se réclame du président Houphouët-Boigny. C'est le président Houphouët-Boigny qui a souhaité et a tout fait pour que le siège de la BAD soit à Abidjan. C'est une volonté. Il s'est donné les moyens pour ça. Donc aujourd'hui, le président Ouattara, j'allais dire pour le coup, a su l'héritage. On ne peut qu'en être heureux quand on est ivoirien. On peut tout lui reprocher au président Ouattara, sauf son leadership, comme l'expliquait M. Traoré. C'est une personne qui est structurée, qui a un réseau, qui est connu et reconnu au niveau du monde des finances.
Donc, je dis, c'est tout à son honneur. Et j'avoue que personnellement, j'avais eu l'occasion en 2010 d'être au cœur des assemblées annuelles de la BAD, parce que dans une autre vie, j'ai travaillé à l'Hôtel Ivoire, c'était là-bas, et c'était une grosse machine. C'était un très bon moment, donc on ne peut que s'en féliciter, que ça soit passé encore chez nous, dans les meilleures conditions, parce que tout a été fait pour, donc... c'est ce que je disais. Au plan économique, la Côte d'Ivoire est une référence. Donc ça témoigne de la stabilité politique, économique de la Côte d'Ivoire. Mais je ne vous le fais pas dire. Mais bien sûr qu'on a besoin d'être stable pour pouvoir se développer. C'est une réussite pour le pouvoir HDP? Non, absolument. Vous savez, sur ces questions, moi je pense que l'oufétisme, nous on était encore beaucoup plus jeunes. Le président Foboli nous disait comme ça que la paix doit être notre seconde religion. Oui, c'est maintenant que nous l'avons compris. Quand on est sorti de la guerre de 2010-2011, il y a eu des soucis énormes, déjà le coup d'État de 99, mais c'est là où on a compris la grandeur justement du président Félix Houphouët-Boigny. La paix, il faut l'assurer à tous les coups parce que c'est le facteur clé du développement. Sans paix, on ne peut pas se développer, c'est pas possible. Et donc je pense que déjà la paix que le président Ouattara nous assure depuis une bonne quinzaine d'années, aussi est à féliciter. Est-ce que ce n'est pas aussi à mettre à l'actif de l'opposition qui, selon certains observateurs, est une opposition républicaine? Bon, vous savez, pour dire comme l'autre, la gloire a plusieurs pères. Ils peuvent le dire. Mais je pense qu'aussi il y a la maîtrise même de la situation par le président Ouattara. Une maîtrise sécuritaire de la Côte d'Ivoire, parce que ce ne sont pas les velléités qui ont manqué. S'ils veulent être sincères avec eux-mêmes, ce n'est pas de troubles qui ont... des velléités de troubles qui ont manqué. Si vous prenez en fait cette affaire de leur CNT, là, bon, je me souviens un peu, mais vous savez que ça allait provoquer en fait une dérive énorme en Côte d'Ivoire. Mais il a fallu un chef d'État qui est suffisamment fort pour maîtriser la situation. Donc c'est pour dire que c'est beaucoup plus l'homme en fait qui est en train de faire tout cela que d'autres facteurs. Mais bon, on est aussi des intellectuels, on peut toujours voir en fait à travers des réussites, des facteurs extrinsèques. Mais je pense que en prime time, parler comme ça, comme les Anglais, c'est le président Ouattara, c'est une maestria. C'est cette situation de paix dont parle Sidney qui favorise cette croissance économique dont profite notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est quoi? C'est la maîtrise de la situation sécuritaire par le président Ouattara ou c'est plus l'attachement de l'opposition à des valeurs républicaines? Certainement qu'il y a l'action. Il a été élu pour ça, il a prêté serment pour ça. Je veux dire, quand on disait le président de la République, c'est pour préserver, protéger la vie de ses concitoyens. Donc c'est un engagement qu'il faut tenir. Après, il faut toujours avoir l'esprit que nous sommes une république. Moi, je ne pense pas que dans un pays, quelle que soit la force, les compétences, la capacité du président, c'est pas lui qui fait tout. On est dans un pays où, je veux dire, on a été témoin auriculaire des événements. C'est dans ce pays que des partis dans l'opposition, on a quand même divisé la carte du pays en deux. Il y a quand même eu des velléités, mais vraiment assez extraordinaires. Donc, je veux dire, ça, on a vécu tout ça. Oui. Il faut pas... Enfin, moi, je suis pas dans le déni. Voilà. La Côte d'Ivoire, pour peu qu'on ait plus de 30 ans, on a quand même été témoin d'un certain nombre de choses. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, cette stabilité que nous vivons depuis l'accession du président Ouattara au pouvoir, il a certainement sa part, mais il y a aussi les acteurs de l'opposition. Ce ne sont pas des ventes en guerre. Ça aussi, il faut le dire. Je veux dire, je pense que il faut être honnête en disant les choses. Il disait que les velléités n'ont pas manqué aussi. Mais les velléités qui n'ont pas manqué, après, peut-être que M. Traoré peut savoir qui était à la base, mais bon, on a connu une rébellion dans ce pays. Hein. On peut toujours, oui, trouver les raisons, mais une rébellion, on l'a vécue, on l'a connue ici. Mais c'est pour ça, justement, c'est au nom de cela que j'estime, moi, personnellement, qu'il ne faut jamais minorer les frustrations, les avis des autres, même s'ils ne sont pas la majorité, parce que le pays, là, nous en sommes tous propriétaires. C'est sûr. Donc, chaque fois qu'une partie de la population exprime une préoccupation, il faut l'adresser et traiter cette préoccupation. C'est ça le rôle d'un gouvernement. Et parce que finalement, on vient, on gère,
et puis un jour, on ne sera plus là. Parce qu'il n'y a rien qui soit éternel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment que ça soit... Je pense qu'il faut qu'on l'intègre tous, parce qu'un pays, voilà, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà. Alors, rapidement sur ça. Alors, vous savez, moi, ce qui me gêne beaucoup dans l'attitude de l'opposition, c'est simple, c'est-à-dire, on a un Parlement. Moi, je pense que la démocratie, les questions se gèrent au niveau du Parlement, mais qu'est-ce qui arrive à notre opposition? En fait, toutes les élections qui sont passées, l'opposition n'a pas toujours mobilisé des gens parce qu'elle est partie sur un principe qu'elle serait battue parce que les élections ne seraient pas forcément claires. De sorte que, n'ayant pas suffisamment mobilisé leurs différents militants, mais ils ont été battus finalement à toutes les échéances électorales. Mais à partir de l'instant où c'est l'autre qui est en face, qui a raflé tout cela, mais que vous le vouliez ou pas, dans un appareil démocratique, mais quand vous êtes minoritaire, vous êtes moins entendu. C'est le principe démocratique, ça. Oui, Vox Populi, Vox Dei. Là où il y a la majorité, c'est elle qu'on écoute en démocratie. C'est pour cette raison, il y a une formule assez célèbre qui dit que la démocratie est la moins mauvaise gouvernance. Pourquoi? Mais parce que les gens se sont rendus compte du fait que la démocratie elle-même, là, elle a ses lacunes à elle, en fait. Et donc, il faut aider les gens, moi je crois, à comprendre même la démocratie, c'est quoi. Si vous n'arrivez pas à mobiliser, que ce soit, bon alors, que ce soit même au niveau, comment on appelle ça, de l'enrôlement, nous on s'en souvient. C'est l'opposition elle-même qui a découragé les premières heures ses militants à aller s'enrôler. Et aujourd'hui, une certaine, je suis d'accord avec vous, voilà. Mais qu'on le veuille ou pas, mais à un moment donné, le décompte devient amer. Ça les prouve pourquoi? Parce que vous n'y êtes pas allés. Les autres, ils sont allés en grande masse. Donc, au niveau même justement des rapports de force, forcément, ils vous donnent le pion. En fait, c'est pour cette raison que vous avez dit quelque chose de très intéressant au départ, avec lequel moi je suis entièrement d'accord. Il faut nous éduquer à la culture démocratique. Et ça, je vous dis, les intellectuels ont leur partition à jouer. Expliquer aux citoyens c'est quoi la démocratie. Je crois que jusqu'à présent, on n'a pas encore compris. Et il faut nous aider à le comprendre. Alors, monsieur, moi, j'ai une question à vous poser concernant cette notion de démocratie. Est-ce l'opposition qui la pratique le mieux ou le pouvoir? Vous connaissez Alexis Tocqueville, qui a beaucoup écrit sur la démocratie, qui dit, il a raison, en fait, que la vitalité d'une démocratie n'est pas le fait du gouvernement en place, c'est le fait des citoyens. Parce qu'à la vérité, que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs, ce n'est pas forcément le reflet du pouvoir en place de faire la promotion de la démocratie. Le pouvoir, il corrompt. Le pouvoir absolu, il corrompt absolument, comme le dit Montesquieu. Oui. Donc, je pense avoir répondu à votre question, monsieur Koné. Sidney. Vous savez, sur ça, moi je dis, il faut comprendre, je crois que c'est comprendre que la liberté dont on parle autant à travers l'appareil démocratique, la liberté des individus est encadrée par ce qu'on appelle la loi. Et le jour où les gens vont comprendre que la liberté ne veut pas dire tout se permettre, mais nous aurons fait aussi un pas important. Parce que être libre, ce n'est pas de faire tout ce que tu veux, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, même la citation la plus célèbre encore de Rousseau, ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Ça veut dire en termes clairs que les lois de ton pays font partie du jeu démocratique. Comment faire pour être en phase avec ces lois-là? Et voilà pourquoi on dit comme cela vulgairement, nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est parce qu'on devait éduquer les citoyens à la connaissance des lois qui les gèrent. Donc à partir de cet instant, je dis, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un retard énorme sur la question, c'est l'éducation des masses dans nos pays. Il faut que cela soit tout un pendant dans nos constitutions, où éduquer les masses devienne un sujet à l'ordre du jour. Il faut éduquer nos masses. Voilà ce que je Monsieur Labad a un nouveau président, oui. Le Mauritanien Sidi Ould Tah, ancien ministre de l'économie, qui a été élu nouveau président de la Banque africaine de développement avec 76,18%. Il succède pour un mandat de 5 ans au Nigérian Akinwumi Adesina, qui a passé 10 ans à la tête de cette organisation. Alors, Valentin Zawi, c'est quoi votre lecture sur cette élection? Non, paradoxalement, il y a 2 jours, j'ai un ami journaliste qui me posait la question. Je disais, moi, je voyais le Mauritanien. Enfin, c'est bizarre. Ouais.
Donc, j'avoue que quand j'ai vu le résultat, j'ai dit, waouh, enfin, j'ignore qu'il y avait des... il avait pour parrain le président Alassane Ouattara. Je pense qu'il a puisé dans cette élection, le président Alassane Ouattara. Certainement. Je l'ai écouté chez un de vos confrères où il avait plutôt l'intention de rapprocher la banque des populations, les jeunes, les femmes. Je pense qu'il a mis en avant un projet, un programme assez innovant, assez intéressant. Oui, après, le reste des candidats, il y avait peut-être d'autres paramètres qui ont fait que forcément il n'était pas, enfin ceux qui allaient sortir du chapeau, mais on ne peut que lui dire merci. Et puis moi la balle, comme je vous le disais, pour moi c'est toujours impressionnant. Je vous parlais de cette expérience en 2010. Et puis en étant encore un peu au lycée à la fac, la balle a connu un président qui a comment dire, qui est resté dans les mémoires, le Sénégalais Babacar Ndiaye, de 1985 à 1995. Et je pense même juste après, il a été même nommé président d'honneur du groupe Labad, qui a beaucoup contribué au rayonnement international de cette banque-là. Moi, je garde de cet homme, paix à son âme d'ailleurs, vraiment de beaux souvenirs parce que c'était un monsieur charmant qui avait une prestance, enfin vraiment. Donc oui, la vie continue. Et si vous observez bien, au niveau de la BAD, la loi est respectée. Hein. On vient, on fait deux mandats maximum et puis on passe la main, vous voyez. Et je pense que pour notre démocratie, il faudrait aussi qu'on arrive dans ce pays où, quels soient les tests qui sont en vigueur, celui qui est là, il fasse maximum 2 mandats. Voilà, parce que je pense que ça aussi, on en a besoin. Sidney moi, je ne vais pas déjà rebondir sur la question des mandats, parce que là, on pourra en discuter après. Déjà, concernant justement le président de la BAD... Qu'est-ce qu'il peut apporter de plus à cette institution financière? Non, c'est clair qu'il a un projet, comme il a dit, qui est très intéressant pour l'Afrique. Hein. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé, justement, pendant les élections, là, cette fois-ci, c'est qu'il y a, on dit qu'il y a les membres régionaux et il y a les membres non régionaux. C'est ça. C'est ce qui se passe. Mais il y a eu une solidarité extraordinaire des membres régionaux autour, justement, de la candidature de ce Mauritanien. Tout à fait. Et ça veut dire, en fait, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer aussi dans la conscience, vous allez voir, de l'élite africaine. C'est de plus en plus notre appropriation de nos outils de développement. Et ça devient intéressant. Pour moi, il y a une mutation qui est en train de se faire. Et c'est pour moi ça l'espérance pour l'Afrique. C'est-à-dire qu'on puisse avoir aujourd'hui des hauts cadres qui se disent « Mais notre développement dépend de nous-mêmes. Il ne faudrait plus qu'on attende des autres pour nous développer. » Et je pense que c'est un très bon signal pour l'avenir. Bon, rapidement, donc, pour parler tout à l'heure, comme le professeur Zawi l'a dit, par rapport... Pardon, je ne suis pas professeur. Hein, ah, d'accord. J'ai horreur de l'imposture. Donc, excuse-moi. Voilà. Donc, tout à l'heure, là, le co-débatteur l'a dit, par rapport justement à la question de la démocratie. Alors, moi, je dis, sur ça, ce à quoi sert la démocratie pour moi, c'est les résultats. C'est pour ça qu'on parle de démocratie. Est-ce qu'un système démocratique dans lequel nous sommes nous a permis d'avoir des résultats? Moi, c'est le résultat que je regarde. Moi, je ne suis pas fasciné par les alternances, je suis fasciné par les résultats. Si on a des résultats, je dis bravo, c'est ça l'essentiel. Parce que je suis un bon Africain, parce que ça aussi c'est ma culture de base. À force de vouloir changer pour changer, quelquefois on se retrouve dans de grands drames aussi. Donc là, moi je fais très attention. Un tien pour moi vaut mieux que 2 tu l'auras. Alors, celui qui est capable de nous donner ce qui est là, mais s'il peut continuer, mais il faut être avec pour qu'il puisse continuer de le donner. Que de penser que non, il faut qu'on le remplace par un autre. Je fais très attention à cela. Moi, je suis une génération de déçus. Ça, c'est notre génération de 90, parce que c'est que le multipartisme nous avait promis, ce n'est pas ce que nous avons eu après. Donc, je fais très attention à ces changements. Je dis peut-être, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Voilà ce que je dis. En fait, on va boucler avec vous, déjà parti. Non, ce qu'il faut aussi qu'on intègre, en fait, il n'y a jamais d'homme providentiel, en fait. Ça aussi, il faut que les Africains le comprennent. On a un projet, on a un programme de gouvernement. 10 ans, c'est largement suffisant pour donner à son peuple ce qu'on veut donner. Parce que nous sommes encore dans des situations où, quand on a un parti qui est au pouvoir, mais tout se résume au parti qui est au pouvoir. On ne sait plus la différence entre les caisses de l'État et les caisses du parti. Ce sont des faits, hein, je n'invente rien. Et pour des jeunes États comme nous, l'alternance, là, ça a du sens. Maintenant, bien entendu, un régime qui est au pouvoir, il n'est pas à la hauteur, mais dans les 5 ans qui suivent, c'est pourquoi on n'aurait pas besoin d'avoir une rébellion.
On a laissé la et puis on dit, on voit les élections, il n'a pas été à la hauteur, on l'enlève. C'est aussi ça. Donc, parce que personne n'est providentiel, en fait. Alors, monsieur, vous avez parlé beaucoup de démocratie dans cette émission. Je pense qu'on va penser à un débat uniquement pour parler de l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais avant moi, ça me parle personnellement. Je suis en écrit sur le sujet d'ailleurs. Ah bah, d'accord. D'accord. Mais avant d'y arriver, on va terminer cette émission avec ce dernier sujet qui est relatif au cinquantenaire de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur, on me fait savoir à l'oreille qu'il nous reste seulement 2 minutes. Donc, on aura un tour d'étape sur cette question de la CEDEAO pour voir si cette organisation peut survivre 50 ans après sa naissance, quand on sait le retrait de certains pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Valentin Zawi, c'est quoi votre avis sur cette question? Non, initialement, la CEDEAO, c'est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'était un bon projet à la base. Après, il faut continuer à travailler pour que les peuples se rapprochent. C'est vrai que, on peut passer d'une frontière à une autre facilement, mais il y a encore quand même quelques tracasseries, comme je le disais, sur notre plateau. À l'occasion de la crise avec les pays de l'AES, on a aussi vu les limites au plan diplomatique et politique de cette structure sous-régionale. Je pense que voilà, c'est une opportunité pour révisiter, n'est-ce pas, les tests pour permettre à une institution dont on a besoin d'avoir un nouveau départ dans l'intérêt des peuples et de nos États. Sidney? Oui, je pense que c'est une institution qui a sa place et elle survivra. 3 pays africains qui en sont partis, moi je ne perds pas espoir, je sais qu'ils reviendront. La preuve, c'est que le Premier ministre du Niger vient donc de rencontrer le chef de l'État pour encore justement parler des questions justement économiques, etc. Pour dire qu'en fait, la CEDEAO des peuples existe en fait. C'est les leaders politiques qui nous posent un problème. Et notamment, ce qui s'est passé justement dans l'AES, c'est en fait finalement les coups d'État qui ont été faits là-bas dans ces pays-là qui expliquent aujourd'hui qu'ils soient dans un mécontentement avec les autres. Il n'y a pas que, en fait. Mais je dis, la CEDEAO, de toute façon, c'est ensemble qu'on est fort. Je crois que c'est un principe de vie. Alors, plus vous vous isolez, moins vous serez fort à un moment donné. Et donc, je pense même que le bon sens aurait voulu que les gens se mettent chaque fois ensemble. Au contraire, même qu'on cherche à élargir justement ce genre d'entité pour qu'on soit de plus en plus fort. Aujourd'hui, même ceux qui sont plus riches que nous cherchent à s'unir. Ce n'est pas nous qui sommes plus pauvres qui allons nous désunir. Je pense que là, il faut peut-être maintenant lancer le signal pour dire aux uns aux autres, on a besoin justement de cette CEDEAO-là pour que nos économies soient davantage plus fortes. D'accord, on verra pour la suite, pour ce qui en est de l'avenir de la CEDEAO. Merci à vous, monsieur Valentin Zawi, Traoré Sidney Sidiki. Merci à tous les deux d'avoir été des nôtres sur ce plateau pour nous aider à décortiquer l'actualité de cette semaine. Dans cette émission, la revue de presse en grand format. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, on vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de nos programmes.